Bienvenue au podcast en balade avec Paul. Ça doit être le 9e épisode, je crois. Alors, hier... Alors, je vous préviens qu'il n'y aura pas de podcast certainement dans les 3 prochains jours. Parce qu'on est en séminaire. Donc ça va être difficile pour moi d'une part d'enregistrer, même si j'essaierai d'enregistrer des trucs et surtout de faire le montage et de publier. On n'est pas avec l'ordinateur et tout. Donc voilà, ça vous permettra de rattraper ceux qui sont fidèles, les podcasts que vous n'avez pas pu écouter durant ces 8 derniers jours. Donc hier j'ai parlé des différentes forces, que j'ai appelé ça comme ça, force primordiale, force respiratoire, force cardiaque, force réflexe, force motrice musculaire, et puis la force d'apprentissage. Voilà, je ne sais pas donné dans l'ordre, mais peu importe, il n'y a pas vraiment d'ordre, tout est en connexion. Et en IMP, on a des outils pour travailler sur ces différents étages, sauf l'étage du bas. C'est-à-dire qu'en IMP, on a des outils pour travailler sur la force cardiaque, sur la force d'apprentissage, sur la force respiratoire, sur évidemment la force motrice musculaire. La force réflexe, c'est notre grand point fort. Mais pas sur la force vitale. La force vitale, c'est la force cellulaire, c'est la force de l'ADN, comme je dis, etc. Donc en fin de compte, c'est l'aspect, on va dire, vital, corporel. Et donc là, je vais m'éloigner un peu de l'IMP, de ce qu'on enseigne en IMP. Mais néanmoins, d'aborder un sujet qui est majeur dans ma clientèle, qui est travaillé toute ma vie avec des enfants en difficulté d'apprentissage, et éventuellement avec des adultes qui ne vont pas super bien. C'est comment renforcer cette force vitale, si je puis dire, entre guillemets. Et il y a deux points majeurs par rapport à ça. Ah bonjour, vos phares ils sont allumés là. Oui, parce que je viens de l'ouvrir. Ah pardon, désolé. Et donc il y a deux choses, il y a deux éléments majeurs. C'est le sommeil et l'alimentation, la nutrition. Donc j'ai pris le parti assez vite dans ma vie, enfin pas assez vite malheureusement, de ne pas parler de nutrition. C'est un sujet trop complexe, qui amène trop de croyances, trop d'émotions, trop de choses. Et puis pour moi ça a été un échec. Certaines choses que je suggérais à des clients, c'est trop choquant, c'est trop gênant, ça doit venir d'eux-mêmes. Si quelqu'un me demande éventuellement des petits conseils, mais c'est trop complexe, il y a trop de choses qui vont dans tous les sens opposés. Vous le savez très bien, il existe des dizaines, littéralement, de milliers de livres sur la nutrition, tous prétendant avoir la vérité. Il y a des vérités qu'on retrouve, il y a des choses qui sont certaines, évidemment, que tout le monde répète et que tout le monde, de toute façon, sait déjà, donc ça sert à rien. Je me fatigue pas avec ça, chose que je veux bien développer. J'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai adopté dans ma vie personnelle des tas de, entre guillemets, modes alimentaires où j'ai expérimenté énormément de choses, y compris en mesurant ma glycémie tous les jours, en essayant beaucoup de choses, de travail de médecins, de spécialistes, de naturopathes, etc. Donc bref, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, je vais parler... Donc évidemment, ce qu'on mange nous construit et est majeur, mais je pense que le facteur le plus important pour notre vitalité, pour notre vie et pour tout ce qu'on fait dans la vie, c'est le sommeil. Alors pourquoi le premier? Pourquoi pas l'importance de faire des exercices et du sport? Pourquoi pas justement la nutrition? Parce que voilà ce que je pense. Si je suis en carence de sommeil, si je suis fatigué, je n'arrive pas à manger correctement et je suis attiré vers le sucre en particulier. Si je suis fatigué émotionnellement, je ne fais pas les bons choix. Et si je suis fatigué, j'arriverai pas à faire mon sport et mes exercices et à me motiver et tout, et je vais laisser tomber tout ce que je fais. Donc pour moi, le sommeil, c'est le facteur numéro 1, la chose à travailler en priorité pour réorganiser tout dans sa vie. Évidemment, après, il y aura un cercle vertueux. Si j'améliore le sommeil, je vais faire plus attention à ma nutrition, je vais mieux bouger, j'aurai plus d'énergie pour bouger et faire des exercices, qui va faire que je dors mieux, qui va faire que je suis encore plus prompt à manger mieux et dans un cercle
vertueux. Évidemment, ça n'empêche pas que on peut changer notre alimentation quand on le souhaite, on peut changer notre manière de gérer nos émotions quand on le souhaite, on peut, en travaillant avec un psychothérapeute par exemple, on peut changer et se mettre à faire du sport. Et évidemment, et si c'est ce que vous faites, faites-le, c'est une très bonne chose. Mais souvent, le point crucial, ou je dirais le point faible dans nos stratégies, entre guillemets, d'amélioration de notre vie, c'est le sommeil. Et pourtant, c'est, à mon sens, comme je viens de le dire, le plus important. Et c'est encore plus vrai, beaucoup plus vrai pour les enfants qui sont en croissance physique, en croissance mentale. Et on sait que le sommeil a un rôle à la fois au niveau de la réparation physique et de la réparation mentale. Alors je vais parler un peu de ça, non pas de ma vision, mais de ce que j'ai appris en travaillant avec des experts du sommeil, effectivement, parce que c'est un des premiers sujets qui m'a passionné dans la vie, car j'ai découvert l'importance du sommeil quand j'ai passé mon BAFA. Quand j'avais 17 ans, j'ai passé le brevet d'animateur, et j'ai exercé le métier d'animateur. Alors dans mon cas, c'était vraiment un métier pendant plusieurs années, jusqu'à 23 ans, puisque je faisais ça à temps plein. Pendant les vacances, je faisais les colonies de vacances, c'est le principe des animateurs, les colonies de vacances. Mais pendant le reste de l'année, je faisais les classes de mer, les classes de neige, les classes de découverte. C'était mon véritable métier, j'étais animateur à temps plein, tout au long de l'année. Et donc j'encadrais des enfants. Et dans mon BAFA, une des choses que j'ai appris tout de suite, donc à 17 ans, c'est le respect des cycles de sommeil de l'enfant, avec ce qu'on appelait à l'époque, je pense que ça s'appelle toujours comme ça, un petit déjeuner échelonné. C'est-à-dire que moi, quand j'étais gamin et que je suis allé à des colos, c'était tout le monde levé à la même heure, tout le monde le petit déjeuner à la même heure, et ensuite on prend les activités à la même heure. Et comme j'ai appris dans ces séminaires-là par des pédagogues et des psychologues qu'il y avait, j'ai eu la chance d'être encadré dans mon brevet d'animateur par de vrais professionnels. On a mis en place ce qu'on appelle des petits déjeuners échelonnés, c'est-à-dire que les gens peuvent se réveiller, enfin les enfants se réveillaient entre, je ne me rappelle plus, 7h et 8h30 et pouvaient manger à leur rythme, et que c'était pas tout le monde réveillé en même temps et pas tout le monde qui mangeait en même temps. Une fois qu'ils mangeaient, ils devaient aller dans une salle pour jouer, etc. En attendant que tout le monde soit réveillé. Une fois que tout le monde était réveillé, que le dernier était réveillé, alors tout le monde pouvait accéder à s'habiller et aller ensuite aux activités, à faire sa toilette et aller aux activités. Donc ça, c'est quelque chose de très important, parce que j'ai donc appris à ce titre-là qu'il y a des cycles de sommeil, et que ces cycles de sommeil sont d'environ 1h30, un peu plus court pour les bébés, c'est beaucoup plus court, et puis ça prend à maturité environ 1h20, un cycle de sommeil, avec les ondes bêta quand on est éveillé, puis les ondes alpha, puis d'autres ondes, et puis le sommeil paradoxal où on refait des ondes bêta comme en état d'éveil, pardon. Donc ça m'a absolument passionné. J'ai lu des bouquins. À l'époque, il y avait Pierre Étévenon, qui est un scientifique français spécialiste à l'époque des IRM, un des premiers à faire l'imagerie cérébrale, qui avait écrit des bouquins que j'ai lus. Il y a eu d'autres premiers livres qui existaient en français sur le sommeil. Enfin, non, c'est stupide ce que je dis. Il existait, je suppose, des livres sur le sujet au 19e siècle, etc. Mais bref, des livres sur le sujet. Et entre autres, j'ai appris, donc là, vers 18 ans, donc l'importance de ces cycles de sommeil, mais aussi l'importance de faire la sieste et des micro-siestes. J'ai appris les différences entre les plus jeunes et les personnes âgées, comment ça fonctionne les siestes, les micro-siestes. Les micro-siestes, on cite toujours l'exemple qui est absolument génial de ce fameux peintre dont évidemment le nom m'échappe tout de suite, et qui se mettait dans son fauteuil, mettait un plat en fer sous lui, sous son fauteuil, et prenait une petite cuillère dans la main et il fermait les yeux, et quand il s'endormait, forcément son tonus musculaire se détend et il lâchait la petite cuillère qui tombait sur le plat, qui faisait du bruit et qui le réveillait. Et ça faisait donc une micro-sieste de 1 seconde à peine, qui suffisait, disait-il, pour se reposer. On voit le même phénomène chez les marins, parce qu'on a beaucoup étudié le sommeil chez les marins, parce que les marins parfois doivent rester éveillés pendant des jours d'affilée. Et en étudiant leur électroencéphalogramme, on s'aperçoit que quand ils sont dans le creux de la vague, eh bien le cerveau rentre en état de sommeil, et puis quand ils sont au-dessus de la vague, ils se réveillent. Et donc ils passent par des micro-siestes, pareil, de quelques secondes. Là, peut-être il y a, je sais pas, j'en sais rien, entre le creux de la vague et au-dessus de la vague, 7 ou 8 secondes, ça dépend de la taille de la vague, j'en sais rien. Et donc on voit qu'il y a ça. Et puis ils ont étudié aussi les cerveaux des gens qu'on met dans des grottes
qui vivent pendant plusieurs jours dans des grottes et donc ils ne savent pas quand est le jour, quand est la nuit pour voir si les cycles biologiques sont des cycles de 24 heures ou pas, et c'est pas tout à fait le cas. On n'a pas en vérité de cycle de tout à fait 24 heures, donc il y a des choses passionnantes que j'ai appris, et puis l'importance sur la santé psychique, physique. Ces dernières années, il y a eu beaucoup plus de publications sur le sommeil, enfin, c'est-à-dire pas tellement des recherches fondamentales, mais même si c'est le cas, mais des bouquins, beaucoup de bouquins. Disons qu'on a accordé beaucoup plus d'importance en santé à l'importance du sommeil, avec en particulier aux États-Unis des bouquins grand public qui ont ensuite été traduits en France. Sincèrement, je les ai lus aussi, ces bouquins de scientifiques récents des années 2020. Je n'ai rien appris de plus que ce que j'avais appris quand j'avais 17 ou 18 ans. Il n'y a rien, il n'y a pas de découverte fondamentale là-dessus. Peut-être qu'on en sait un peu plus sur les hormones, bien sûr, sur ce... Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des découvertes, il y a eu beaucoup de découvertes, mais par rapport au grand public, par rapport à l'importance du sommeil et de comment tout ça fonctionne, et de ce qu'il faut savoir d'un point de vue concret, je n'ai pas appris grand-chose. La seule chose qui a changé, c'est qu'on dit attention à la lumière bleue le soir et aux écrans. Évidemment, quand j'étais gamin, ça n'était pas un problème. Donc ça, c'est bon, c'est évidemment le problème ne se posait pas à l'époque. Donc je parle beaucoup, je me rends compte, mais c'est la promenade marché, c'est ça. Mais qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur tout ça et comment faire, puisque le sommeil est une des choses cruciales. Ma vie doit être organisée, et surtout celle de mes enfants, donc c'est à moi de le faire, pour qu'ils aient suffisamment de sommeil. Alors comment savoir si on a suffisamment de sommeil? C'est extrêmement facile. Bon, évidemment on pourrait dire, tu demandes à la personne si elle est fatiguée. Alors on peut être fatigué pour d'autres raisons, parce qu'on mange mal, parce qu'on respire mal, parce qu'on a des problèmes de santé, parce qu'on a du stress émotionnel ou quoi. Donc c'est pas forcément à cause du sommeil, mais en général quand on a ces autres problèmes, on a aussi des problèmes de sommeil, de toute façon. Non, c'est tout simplement de savoir si le matin on voilà la subtilité très importante, réveille ou si on s'éveille. Et la différence est absolument majeure, et j'ai toute ma vie cherché à expliquer aux gens cette différence, en particulier quand je travaille avec les enfants. On ne réveille pas quelqu'un, c'est traumatisant, c'est pour moi une sorte de violence faite à la personne de chercher à réveiller quelqu'un. C'est-à-dire si je me réveille avec un réveil, si quelqu'un doit me secouer, doit me allumer la lumière ou que sais-je pour me réveiller, c'est que je suis en dette de sommeil, c'est que je suis en train de bousiller un cycle de sommeil, de régénération, soit physique, soit psychique, et évidemment les deux. Et donc ça veut dire que c'est grave. Oui, c'est grave pour la santé. Et on ne peut pas accumuler de dettes de sommeil. On ne peut pas dire oui, mais bon, on dort moins la semaine et puis on se rattrape le week-end. D'autant plus que c'est faux. On sait très bien que le week-end, on va se coucher plus tard, soi-disant parce que le lendemain, on peut dormir plus longtemps. Et ça ne marche pas. D'abord, si on compte le temps cumulé du sommeil, si ça marchait comme ça et ça ne marche pas comme ça, si on ne dort pas assez 3/4 d'heure par jour, et la grasse matinée qu'on devrait faire le dimanche serait de toute la journée. Et évidemment, le dimanche soir, si on manque 1 heure par jour ou 3/4 d'heure par jour, plus on se couche tard le samedi soir, donc on devrait dormir le dimanche toute la journée. Et quand bien même si vous y arriveriez, ce qui se passerait, c'est que le dimanche soir, vous ne pourriez plus dormir, vous ferez une insomnie, vous seriez décalé, et voilà. Or, ça ne marche pas comme ça. De toute façon, on ne peut pas rattraper une dette de sommeil. C'est comme de dire, je mange mal le lundi, je mange des saloperies le mardi, le mercredi, le jeudi, mais le week-end je mangerai des petites salades et voilà. Non, votre corps aura souffert d'un manque de nutriments, de mauvaises graisses, de mauvais sucres, de mauvaises choses. On ne peut pas rattraper. Et je ne dis pas que ce n'est pas important, que parfois on fait des écarts et que bien sûr chaque écart n'est pas comptabilisé comme si c'était un coup de pioche que je mettais dans ma tombe. Pas du tout. Le corps a une énorme résilience et que de temps en temps faire des jeûnes ou manger des petites salades ou des que sais-je, évidemment c'est très intéressant et c'est important de le faire pour libérer, pour nettoyer nos cellules, pour nettoyer notre corps et lui offrir un peu de répit. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'on ne peut pas compter sur tout d'un coup on rattrape des erreurs qu'on fait tout le temps. Le sommeil c'est absolument prioritaire. Donc vous allez me dire, bah oui, mais je suis bien obligé d'aller à l'école, je suis obligé d'aller travailler. Oui, mais si je suis réveillé et si je ne me suis pas éveillé, c'est-à-dire éveillé, c'est mon corps dit, tu as suffisamment dormi, tu peux maintenant sortir de ton état de sommeil, eh bien c'est que je me couche trop tard. Alors, je sais. Je suis à mon compte. J'ai toujours été, toute ma vie, profession libérale, chef d'entreprise. J'ai jamais été salarié, jamais.
Ah si, quand j'étais animateur pour enfants, mais j'étais pas. C'était un peu particulier, les colonies de vacances, c'est pas un salariat. Si, c'est pas tout à fait vrai. Quand j'avais 20 ans, j'étais salarié pour un centre de vacances, justement, où je travaillais dans les locaux, etc. Donc pendant 3 ans, j'ai été salarié. J'avais donc des horaires de salarié, si c'est vrai. Mais bon, je crois que c'était 3 ans quand j'avais 20 ans. Et c'était cool dans le monde de l'animation. Enfin, j'avais quand même des horaires à respecter. Donc pourquoi je dis ça? Parce que on peut se dire, bah moi je suis obligé d'aller au boulot et de partir à telle heure pour arriver au boulot à telle heure. Et puis ensuite, bah je dois rentrer. Et puis comme tout le monde, il faut faire les courses, il faut faire son sport, il faut s'occuper des enfants, il faut faire à manger, il faut... On a bien le droit aussi de regarder un peu la télé, de passer du temps avec mon conjoint, mes enfants. Et puis après c'est l'heure du coucher et il est déjà hyper tard. Et puis je vais me regarder un film et puis après je suis fatigué. Donc là, il y a plusieurs manières de répondre à ça qui sont pas faciles, qui sont très très difficiles et je comprends ça, je comprends que on est, je sais que ce que je vais dire n'est pas politiquement correct et pourtant c'est la réalité. On est les gens qui travaillons le plus, la civilisation qui a le plus de stress, qui a le plus de dettes de sommeil, y compris même au 19e siècle, etc., où ils respectaient plus le sommeil. Bon, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas les écrans, la télé, etc. Donc on sait très bien que ces dernières années, on a perdu quasiment 1 heure de sommeil chacun, enfant, adulte. C'est une catastrophe d'un point de vue de la santé, c'est une catastrophe au niveau de l'obésité. On sait que le trouble du sommeil crée de l'obésité. C'est une catastrophe au niveau de ce qu'on appelle le syndrome métabolique et la propension à développer le diabète de type 2 qui explose. C'est une catastrophe au niveau des maladies cardiovasculaires. C'est une catastrophe pour certains cancers. Bref, ce manque de sommeil est sans doute, cette dette de sommeil, ce manque de sommeil est sans doute un des facteurs de santé les plus impactants au monde et qui nous fait perdre de l'espérance de vie et de la santé physique et mentale. Et on voit le lien entre les troubles. Si vous avez été sujet à des insomnies ou à des troubles du sommeil, vous savez à quel point, et ça nous est tous arrivé au moins une fois dans la vie, ça nous impacte au niveau émotionnel, psychologique, de manière très très forte. Donc pour moi, et ça tombe bien avec Ludivine, ma compagne, c'est notre priorité, c'est le sommeil et celle de nos enfants. J'ai toujours été extrêmement strict sur le temps de couchage de nos enfants. Ludivine, qui a une fille qui a aujourd'hui 16 ans, est très stricte aussi. Et de évidemment récupérer le téléphone et les écrans très tôt avant de se coucher et pas accès aux écrans pour les enfants ou les ados. Et évidemment pour nous adultes non plus. Alors moi, depuis toujours, aussi différent. Alors, je vais en parler des horaires, parce qu'on pourrait dire aux gens, il faut trouver vos priorités dans la vie, ceci, cela. Est-ce que vous regardez la télé tous les jours? Si oui, c'est que vous perdez votre temps. Enlevez, j'ai entendu plein de fois où les gens qui sont pour les coachs et tout, si tu as le temps de faire ça, tu as bien le temps, c'est plus important de prendre soin de toi. Donc, enlève les heures de télé, remplace-les par des heures de sport sur le papier. C'est très beau et c'est génial dans la réalité de la vie de tous les jours. Si moi, j'arrivais à faire ça, voilà, c'est très compliqué. Alors j'ai une autre chose à dire, je reviendrai sur plein de choses sur le sommeil, mais c'est que moi, en tant que justement profession libérale, à mon compte, j'organise mes horaires comme je veux. Je peux décider de travailler, de commencer ma clientèle plus tard le matin, d'arrêter plus tôt. Je connais là par exemple, Ludivine a été voir une médecin pour quelque chose de spécifique. Et cette médecin elle a décidé maintenant d'arrêter de travailler tous les jours à 17h. Voilà. Bon, elle est dans la cinquantaine, mais elle a décidé de faire moins d'heures par jour. Et ça, c'est un choix. Et moi, je pense que beaucoup de salariés dépensent beaucoup d'argent. Il y avait des calculs qui ont été faits. Par exemple, on prend un couple et on regarde les dépenses qui sont faites pour ne serait-ce que la voiture pour aller au boulot, etc. Et qu'on ait 2 voitures avec les assurances, etc. Et il y a des calculs qui font que parfois, on se rend compte que moi j'avais fait ce calcul à un moment donné, si on travaillait moins et qu'on n'avait qu'une seule voiture et qu'on déménageait pour aller à un endroit où on n'utilise pas la voiture, eh bien une des 2 personnes pourrait arrêter de travailler et il y aurait autant d'argent dans le foyer, par exemple. Et il y a des calculs à faire. Moi, je me rappelle un kiné avec lequel j'avais travaillé, qui était un stagiaire, qui m'avait raconté cette histoire et qu'ensuite j'ai appliqué pour moi, c'est qu'il avait vu avec son comptable. Lui, il travaillait du lundi au samedi inclus, comme un kiné, 8h du matin, 8h du soir, tous les jours de sa vie. Là aussi, je crois que je l'ai rencontré, il était bien dans fin de quarantaine, plutôt cinquantaine. Et son comptable, c'est lui qui avait dit à son comptable, mais si je travaillais un jour de moins ou si je travaillais beaucoup moins d'heures, combien je gagnerais en moins? Et une fois qu'on enlève les charges et évidemment toutes
les cotisations, les trucs, parce qu'évidemment, plus on travaille, plus on gagne de l'argent, plus on gagne de l'argent, plus on paye des taxes de d'URSSAF et des impôts, etc. Et il s'est rendu compte qu'il pouvait travailler un jour de moins par semaine, raccourcir ses horaires tous les jours, pour gagner quasiment, à quelques euros près, la même chose. Et donc ça a changé sa vie, parce que quand il a compris ça, il a arrêté de travailler le samedi et le vendredi, je crois, et il faisait que des week-ends prolongés, du jeudi soir au dimanche soir, avec sa compagne, etc. Ça a changé sa vie pour un mieux, pour évidemment un confort de vie, un mieux-être au quotidien énorme, et donc une santé accrue, et pourtant quasiment autant d'argent. Et après, j'ai envie de dire, est-ce que ça vaut la peine de gagner plus d'argent, à s'épuiser 8 heures, 20 heures, de ne pas prendre de week-end et tout, pour ensuite se retrouver malade avec des maladies cardiovasculaires ou autres pathologies, parce qu'on aura forcé sur la corde toute sa vie, qu'à un moment donné, forcément, la corde casse. Pour le sommeil, c'est ça qu'on doit avoir en tête. On ne peut pas forcer sur la corde et qu'un jour la corde ne casse pas. Il faut penser à réorganiser nos vies, etc. Alors il faut que, hein. Voilà, certains, vous m'écoutez, vous devez tirer sur la corde au niveau financier pour vous en sortir, et chaque heure de boulot compte, et je respecte ça. Mais comme disait Confucius, la plupart des gens on passe la moitié de notre vie à accumuler de l'argent, et ensuite l'autre moitié à dépenser cet argent pour récupérer la santé qu'on a perdue dans la première partie de la vie. Moi, c'est quelque chose que j'ai appliqué avec un choix en disant, alors je m'éloigne de mon sujet principal, hein, c'est le principe de ces podcasts, digression, c'est que c'est un choix que j'ai compris. J'ai rencontré cette personne quand j'étais au tout début de la trentaine, et j'ai décidé de ne pas faire ça, et donc de respecter mon rythme de vie, avec ceci aussi en tête qui est très différent par rapport à un salarié. On ne peut pas savoir quelle sera ma santé dans les années suivantes, dans les 10, 20, 30 années suivantes, sachant que je suis bientôt 60 ans. Mais je n'ai pas du tout l'intention de prendre ma retraite, pour la simple et bonne raison que j'ai l'énorme chance, j'ai dit toujours, d'avoir raté mes études, et donc d'avoir choisi ce que j'ai envie de faire dans la vie. Et j'aime ce que je fais, et j'ai aucune intention d'arrêter de faire ce que je fais tant qu'on a la santé. Si c'est comme Michel Audin qui vient de décéder cet été 2025, mais à l'âge de 95 ans. Voilà. Et Michel Audin, pas la veille de son décès, mais la semaine d'avant son décès, il donnait encore des conférences, il écrivait encore des articles, et il rédigeait certainement son prochain livre. Même si il a dit à 2 éditeurs, à moi, puis ensuite à une autre, c'est mon testament, c'est mon dernier livre, et je suis sûr qu'il en avait un autre en tête. Eh bien, moi, c'est ça, mon objectif, c'est de continuer à faire ce que j'aime. Et vous dites, ouais, mais moi je suis salarié, j'aime pas ce que je fais. Oui, mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, vous pourrez faire une reconversion professionnelle, où c'est pas parce que vous prenez votre retraite que vous allez arrêter de faire des activités. C'est sûrement, vous avez des passions que vous voulez développer, des activités sociales, associatives, dans lesquelles vous allez vous retrouver, que ce soit un club de sport, un club de que sais-je, ou des activités en général. Ce qui apporte le plus de bien à l'être humain, c'est des activités qui font du bien. Donc peut-être vous allez être bénévole, faire du bénévolat pour je sais pas quoi, les Restos du Cœur, si j'ai peur ou pour citer deux associations bien connues. Donc moi j'ai fait ce choix de dire, en fait, comme je n'aurai pas de retraite, comme je ne compte pas prendre ma retraite doit être prise maintenant. C'est-à-dire que la retraite, on le voit comme on s'est fatigué toute la vie, et maintenant j'ai bien le droit de me reposer. Moi je vais me reposer tout au long de ma vie pour ne pas avoir à prendre de retraite et pour être en bonne santé quand j'aurai 90 ans. J'ai toujours dit depuis que je suis gamin que je veux vivre jusqu'à 100 ans. Alors j'ai eu des modèles, parce que dans ma famille, alors c'est un modèle un peu pervers, puisque dans ma famille, toutes les femmes sont centenaires, de mon côté maternel. Par contre, tous les hommes meurent jeunes. Mais moi, j'ai comme modèle, puisque j'ai pas connu d'homme, j'ai pas connu mon grand-père, j'ai perdu mon père assez jeune, etc. Donc j'ai pas de modèle masculin de longévité. De mon côté paternel, tout le monde est mort de cancer très jeune. Voilà. Mais donc mon modèle, c'est mes grands-mères, mes tantes, qui ont toutes, qui approchent, celles qui ne sont pas centenaires à l'approche. Voilà. Ma mère étant la plus jeune, elles sont 7 filles par exemple. Ma mère, c'est la petite jeune, elle a bientôt 80 ans. C'est la petite jeune, mais donc ses sœurs qui ont 20 ans de plus, voilà. Et puis ma grand-mère, 103, 104 ans, des tantes 111 ans, donc 109 ans, j'exagère peut-être un peu. Bref, et surtout, j'ai ce modèle de vieillissement en bonne santé. Ces personnes-là, aucune n'est dans un EHPAD, sauf une, à cause de son mari qui... Bref, je m'éloigne. Donc, je veux rester en bonne santé jusqu'à 100 ans, comme Michel Audin, comme
Hugo Frey, une de mes stars, Hugo Frey, avec qui on va aller d'ailleurs en concert. Il a 95 ans, là, il donne un concert, il a encore fait des disques à 80 ans passés, 90 ans passés, des disques qui sont super musicalement, vocalement, qu'il a fait. Là, il fait une tournée en ce moment, donc on y va prochainement voir Hugo Frey. Voilà, le gars de 95 ans, on suppose qu'un jour il va mourir sur scène, ou voilà, il ne va pas se réveiller un matin, exactement comme Michel Audin, alors que la veille, c'est exactement ce qu'on veut pour nous. Et pourquoi je parle de ça maintenant avec le sommeil? Parce que je pense que le sommeil est crucial par rapport à tout ça. Donc moi j'ai organisé ma vie autour de mon sommeil, mais oui, c'est ça que ça devrait être. Et pour nos enfants, j'ai toujours été très strict sur les horaires des enfants qui se couchent de bonne heure. Si je réveille mon enfant le matin, c'est qu'on s'est couché trop tard. C'est aussi simple que ça. Si je me réveille le matin, si je dois utiliser un réveil matin, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et donc il faut que j'organise, évidemment, les horaires de repas. Avec Ludivine, on mange vers 18h30 très souvent. On rentre du boulot, on mange, on est en stage à 18h, à 18h30 on est à table, on mange, parfois à 19h. Mais c'est très rare qu'on mange après 19h. Ça arrive pour des raisons X ou Y, mais évidemment, mais on mange de très bonne heure et on cherche à se coucher. Sa fille qui a 16 ans doit y coucher à 21h30. Et nous-mêmes, on se couche à cette heure-là parce qu'on estime que si on lui demande de se coucher à 21h30, nous, c'est exactement ce qu'on va faire. On ne va pas regarder la télé. Bon, évidemment, on n'en a pas, mais bon, un écran ou un film sur l'ordinateur jusqu'à... Non, on la couche à 21h30 et nous aussi. Et puis de toute façon, le matin, on doit être réveillé. Voilà. Donc qu'est-ce que moi j'ai fait depuis que je suis, j'allais dire gamin, oui, depuis que j'ai 20 ans et même avant. Dans ma chambre à coucher, il n'y a jamais eu d'écran. Il n'y a jamais eu rien d'autre que... J'avais lu ça dans ce livre quand j'avais 17 ans. Une chambre, c'est fait pour dormir, éventuellement faire l'amour, mais rien d'autre. Donc dans la chambre, il doit y avoir pas d'électricité. C'est ça l'idée, pas d'électricité. Et moi je me suis toujours organisé pour qu'il n'y ait pas d'électricité dans mes chambres. Alors comment je fais? Je mets aucun appareil électrique, ni même une lampe de chevet, ni rien. J'ai ma lampe de chevet pour lire, j'adore lire au lit. C'est une lampe à pile rechargeable, voilà, une lampe rechargeable que je recharge tous les X temps. Et il n'y a pas de choses. Alors j'ai jamais fait construire une maison, mais si c'était à faire, dans la chambre, je ne mettrais pas de prise électrique ni d'interrupteur. Donc ce que j'ai fait dans ma vie régulièrement, c'est en général quand vous avez le tableau électrique, vous avez par pièce un disjoncteur. Et donc nous, le disjoncteur correspondant à la chambre est éteint. Voilà, donc il n'y a pas d'électricité qui circule dans la chambre. Il n'y a pas de prise. Et la lampe, c'est une lampe à pile. Voilà, c'est une sorte d'hygiène de vie. Donc il n'y a pas évidemment, certainement pas d'écran. Et puis évidemment, vous allez dire, tu peux ramener tes écrans, tes téléphones ou tes tablettes ou ton ordinateur portable dans ta chambre. Non, évidemment, c'est le principe. La chambre est faite pour dormir ou pour faire l'amour, comme je disais. Je dis ça parce que c'est ce que j'avais lu dans les livres à l'époque. Et j'ai essayé de respecter ça toute ma vie. Je pense que c'est important. Et ça, c'est valable pour nous, c'est valable pour nos enfants. Évidemment, pas d'écran, pas d'appareil électrique dans les chambres. Je ne dis pas que vos enfants ne doivent pas avoir un appareil qui fait de la musique dans leur chambre. Hein. C'est différent parce que la chambre d'un enfant, c'est un peu son séjour aussi. Et, bien sûr, il doit faire peut-être ses devoirs scolaires ou je ne sais pas quoi. Enfin bref. Mais la priorité sur le sommeil, alors quelques petits trucs d'hygiène, voilà, pas d'écran en tout cas, pas d'activité... Même certains vont un peu plus loin, disent on ne lit pas dans la chambre parce qu'après on mélange les choses entre le cerveau et actif et le sommeil. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose que je devrais faire, mais je me suis toujours endormi en lisant. Voilà, toute ma vie. Je ne peux pas m'endormir, même si je me dois me coucher pour une raison exceptionnelle très tard. Il faut que je lise un peu pour m'endormir. Voilà, il y a des gens comme ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai depuis que je sais lire, depuis que j'ai 5 ans. J'ai toujours lu avant de m'endormir. Et puis, quand mes yeux se ferment, j'éteins la lumière et je dors. Quand mes yeux se ferment, sur un bouquin. Ça n'existe pas des jours où mes yeux ne se ferment pas sur un bouquin. Franchement, ça ne m'est pas arrivé souvent dans la vie. Hygiène de vie par rapport au sommeil, c'est aussi de manger le plus de bonheur, évidemment, par rapport à de ne pas se coucher l'estomac plein. Ça, vous le savez déjà. Donc c'est pour ça que j'aime pas parler de ces sujets, parce que c'est des trucs que tout le monde sait, et simplement si on ne l'applique pas, c'est parce que la vie il prend le dessus et qu'on ne l'applique pas alors qu'on sait que c'est majeur. Mais voilà, je suis obligé d'expliquer aux parents, aux gens, à quel point c'est important pour leur enfant, psychiquement, physiquement. Si on veut qu'il réussisse à l'école et qu'il est en dette de sommeil, ça ne marche pas. Si nous, on veut éviter le burn-out, l'épuisement, tout un tas de maladies, le sommeil doit être la priorité number one par rapport à la santé.
Autre chose, c'est, vous savez, les écrans, éviter les lumières bleues et les écrans le soir. Alors là, il y a 2 choses qu'il faut savoir qui sont très importantes. Tout le monde sait l'importance de la lumière bleue et des écrans qu'il ne faut pas avoir, si possible. Alors avant on disait 2 heures, mais maintenant on dit 1 heure parce que de toute façon personne ne le fait. Mais dans l'idéal, 2 heures avant de se coucher, un cycle de sommeil, avant de se coucher au moins, il faut éviter les lumières bleues, les écrans. Alors je sais qu'il y en a qui disent c'est pas grave, je mets un filtre anti-lumière bleue. Alors tous les téléphones maintenant mettent un filtre qui d'ailleurs peut s'activer automatiquement en soirée, c'est ce que j'ai sur mon téléphone. Il s'active, je crois à partir de 19h, j'active mon filtre. C'est valable aussi pour les ordinateurs, mais il y a un autre effet pervers, c'est que c'est aussi l'effet intellectuel, le fait d'être sur, encore pire que tout, des réseaux sociaux ou à regarder vos emails ou à surfer sur internet sur vos téléphones active notre cerveau d'une manière qui prédispose pas au sommeil. Donc c'est pas qu'une histoire de problème de mélatonine à cause de la lumière bleue, c'est aussi le travail intellectuel, enfin entre guillemets, pas le travail intellectuel, enfin le travail mental qui est fait par les écrans qui posent problème. Donc les gens disent ouais mais j'ai un filtre, je mets des lunettes spéciales. C'est vrai que ça existe, on en a. Ludivine les met le soir parce que ça lui fait beaucoup de bien, ça filtre toutes les lumières. Donc vous savez, c'est des lunettes qui sont teintées en jaune ou en rouge selon les marques ou quoi, qui filtrent toutes les lumières bleues et qui prédisposent au sommeil. À quoi ça correspond? On dit mais c'est quoi ce truc débile? Mais non, pas du tout. Je me retrouve face à un groupe de gens avec un groupe de chevaux. J'ai peur des chevaux, je vais faire attention. C'est pas débile parce que en fait notre cerveau est organisé de la manière suivante, notre système nerveux, c'est que le soir la lumière tombe, et quand je dis qu'elle tombe, c'est qu'elle tombe aussi réellement, elle s'abaisse sur l'horizon, donc ça c'est quelque chose sur lequel je reviens dans un instant, et la lumière change de couleur pour aller vers des orangés et des rouges. On adore les couchers de soleil avec le rouge, donc vous connaissez ça. Et donc le fait de mettre ce type de lunettes, c'est pour ça que c'est jaune ou rouge, ça correspond au coucher de soleil, ça donne cette information à notre cerveau que le soir est tombé. Bah oui, autrefois, pendant des centaines de milliers d'années, même pendant des millions d'années avant ça, tout ce qu'il y avait le soir, c'est la nuit, et des couchers de soleil qui nous affectaient. Vous savez très bien comment ça nous affecte positivement d'avoir des couchers de soleil, et éventuellement le feu. Si on était à l'époque où le feu était inventé, qu'est-ce qui se passe quand il y a le feu? C'est rouge orangé. Voilà, ce n'est pas la lumière bleue, c'est quand le soleil est à son zénith, il génère beaucoup de lumière bleue, blanche, vive, et puis plus le soir tombe, plus on est dans le orange, jaune, jaune orangé, orangé, rouge. Donc ça c'est très important, ça donne une première indication à notre cerveau, cette lumière orangée, jaune, rouge, donc éviter les écrans. Mais c'est pas tout, et ça c'est les travaux du professeur Huberman, professeur de neurophysiologie et professeur d'optique, de système visuel aux États-Unis, qui est un des podcasts les plus écoutés au monde. Professeur Huberman a fait des recherches aussi sur le système visuel et avec des collègues et tout, qui est que, parce qu'on s'apercevait que des gens mettaient ces fameuses lunettes, respectaient un peu ça, mais avaient quand même des troubles du sommeil. Et il s'est rendu compte dans son équipe de recherche, c'est que ce fameux truc du coucher de soleil, il se passe 2 choses en fait. Il y a le changement de couleur et le changement d'inclinaison. C'est-à-dire qu'au lieu que la lumière arrive d'en haut, la lumière arrive de l'horizon. Parallèle, on va dire, au sol. Donc il y a une obliquité, je pense qu'on dit ça, une oblique qui se crée entre la lumière verticale. Au fur et à mesure de la journée, la lumière s'horizontalise et devient rasante. Eh bien, figurez-vous que notre système nerveux prend cette information-là aussi pour savoir que c'est le sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on est chez nous et qu'on a par exemple des plafonniers, vous savez maintenant on peut avoir des ampoules télécommandées soit par un petit boîtier, petite télécommande, soit maintenant en Bluetooth sur nos téléphones, et qu'on peut changer la couleur. Donc on peut même, je crois, j'imagine, j'ai pas ça, mais programmer ça à l'avance, ce qui fait que le soir les ampoules tourneraient peut-être au jaune progressivement, puis au rouge, un simulateur de crépuscule. Je connais le principe du simulateur d'aube, de cette lampe qui s'éclaire progressivement. Il paraît que c'est très bien d'ailleurs. Je crois que j'ai eu ça. Oui, une de mes filles avait ça et ça lui a changé la vie d'avoir ce simulateur d'aube qui va faire qu'au moment donné où on est plus éveillé, que notre cycle de sommeil se termine, et ça nous prédispose à nous réveiller, ça évite d'être fatigué. C'est absolument génial. Mais il y a la même chose pour le soir.
Mais si cette lumière vient d'en haut, eh bien justement, ça ne donne pas la bonne info à notre cerveau, ça donne une des deux infos dont il a besoin, mais il n'a pas les deux. Et chez certaines personnes, ça va être crucial. Ça veut dire que le soir, au lieu d'avoir les lumières au niveau plafonnier, et nous on fait ça, on n'allume plus passer... en fait, à partir du moment où il fait nuit dehors, on n'allume plus les lumières plafonnières. On allume des petites lampes, qui sont des lampes décoratrices avec des petites ampoules assez faiblardes, mais qui sont en bas, qui sont au niveau de la bibliothèque ou au niveau du sol, mais qui ne viennent pas du plafond, qui ne viennent pas de au-dessus de la tête. C'est ça le truc. Si la lumière vient de au-dessus de notre tête, ça a le même effet pour notre cerveau que de croire que on est en pleine journée. Alors que si ça vient de en dessous du niveau de notre tête, alors voilà. Donc ça c'est quelque chose de vraiment, c'est une hygiène de vie qu'on a pris avec Ludivine. Le soir on n'allume plus les plafonniers. Et c'est assez choquant de savoir que vous l'avez tous vécu, hein, quelqu'un tout d'un coup allume une lumière et c'est le soir et waouh, ça vous éblouit fort et ça nous réveille d'un coup. Il suffit de 10 secondes pour que notre cerveau bousille la mélatonine par rapport à ça et crée des troubles du sommeil. Ça veut dire que, admettons que vous avez passé votre soirée tout bien et puis quelqu'un arrive et que vous allumez la lumière pour accéder au placard ou je sais pas quoi, on va bousiller ces grands effets. Vous allez, ah, c'est chiant, c'est chiant. Ah oui, mais je suis désolé, c'est chiant. Ouais, il suffit de 10 secondes parce que notre système nerveux est bien fait. Il est prêt à rentrer. Pour lui, ça va être un stress d'un coup. Il dit qu'est-ce qui se passe et il va se mettre en état de stress, activer du cortisol, etc. Ça va impacter l'histoire de mélatonine et on voit tous ces gens qui prennent de la mélatonine artificielle pour dormir le soir. Oui, ils bousillent leur propre mélatonine avec de la lumière, avec manger tard, etc. Et puis après, on va prendre de la mélatonine artificielle. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou pire des somnifères qui sont, c'est très bien, une catastrophe pour nous. Donc quand on ne peut pas faire autrement pour des raisons X ou Y, ok, mais de le faire ça comme ça de manière systématique, c'est une catastrophe. Et donc ça c'est, je sais, ça peut sembler chiant, mais ce sont des routines, des habitudes à prendre, de créer un climat. Je suis désolé, on ne peut pas contrer des millions d'années d'évolution comme ça en disant tout d'un coup on a inventé l'électricité, notre corps va s'adapter. On verra ça dans quelques millions d'années, on en reparle dans combien de temps il faut pour que notre corps s'adapte et nos gènes s'adaptent? Des dizaines de milliers d'années, des centaines de milliers d'années. Donc je sais que c'est contrariant, on voudrait ne pas tenir compte de nos corps, notre mental peut être plus fort, etc. On ne va pas tenir compte de l'évolution, l'être humain se développe différemment. Et je vois que je m'énerve un peu. Mais oui, mais je suis désolé, on ne peut pas contrer des millions d'années d'évolution. On veut croire qu'on n'est pas des humains, qu'on n'est pas des animaux comme les autres, qu'on n'a pas de rythme biologique. On en paye le prix forcément. Et il suffit de voir au niveau des statistiques le prix que ça coûte à la société. Je m'en fous du prix que ça coûte à la société. Moi, c'est ma vie propre et ma santé et ma longévité qui compte, mais quand on voit le prix en termes de dépression, de burn-out, de maladies cardiovasculaires, de cancer, de plein d'autres trucs psychiques et physiques à cause du manque de sommeil qui va entraîner des troubles aussi alimentaires, des troubles du mouvement, etc. Donc c'est majeur, en fait c'est une sorte de grand problème sanitaire majeur dont on ne parle pas assez, dont les médecins ne parlent pas. Tu as du mal à dormir, prends de la mélatonine, si ça ne marche pas, prends un somnifère. Et on ne va pas tenir compte de tout ce que je viens d'expliquer qui sont majeurs. Autre chose à savoir, il faut que la chambre soit relativement fraîche, 15-16 degrés, on dort mieux, ça amène dans des cycles du sommeil. Oui, la nuit, la température baisse, c'est comme ça depuis des millions d'années. Notre corps est programmé pour que quand la température... C'est comme pour les plantes, c'est très important, si vous faites comme moi des semis, etc. On ne peut pas maintenir la même température tout le temps. La nuit, la température doit baisser un peu et la journée doit augmenter proportionnellement à la lumière qui disparaît la nuit et qui augmente le jour. Et c'est comme ça qu'on a des plantes en bonne santé. Figurez-vous que c'est pareil pour tous les animaux et c'est valable pour les humains. La température baisse la nuit, il faut aérer la chambre, éviter d'avoir des meubles et des produits neufs dans les chambres d'enfants. C'est absolument interdit parce que ça fait des composants organiques volatiles qui sont extrêmement néfastes avec des cols, etc. Donc on évite d'acheter surtout pas de meubles neufs pour mettre dans les chambres ou de moquettes neuves ou de trucs neufs. Il faut acheter des trucs sur le bon coin d'occasion dans les foires au grenier qui ont déjà dégazé ou évidemment acheter des choses saines, de véritables tapis en laine et pas en produits synthétiques, de véritables meubles en vrai bois et pas en collé et en produits chimiques. Dans l'idéal. Mais nous, tous les meubles qu'on a, 100% des meubles qu'on a, on les a achetés, on les a chinés.
On a des meubles de bonne qualité pour des prix défiant toute concurrence. Mais on n'a jamais acheté des meubles à Ikea ou quoi, neufs. Même là, on a déménagé il y a 2 ans. On n'a pas fait de cuisine avec des meubles, etc. On a trouvé des armoires ou des trucs chez un brocanteur. Et pour 200 €, on a meublé toute la cuisine. On n'a pas les moyens, désolé, de s'acheter une cuisine à 4000 balles. Ou je ne sais pas combien ça coûte une cuisine. Donc voilà, on a des plaques. Bref, je m'éloigne du sujet. Le sommeil, pour moi, est une chose importante. Il y a des choses à savoir. Et encore une fois, posez-vous la question, est-ce que le matin je m'éveille ou est-ce que je suis réveillé ou je me réveille? Si c'est le cas, comment vous pouvez réorganiser votre vie, les repas, le rythme, moduler certaines choses, peut-être changer mes horaires de travail, travailler moins pour vivre mieux. C'est pas travailler plus pour gagner plus et pour crever plus tôt. Et être en mauvaise santé, avoir un burn-out, c'est quoi cette idée? On veut tous travailler moins. Est-ce qu'on a besoin de tout cet argent pour s'acheter toutes ces choses inutiles? Est-ce qu'on ferait mieux pas de travailler moins? Nous, avec Ludivine, on refuse beaucoup de propositions qui nous ont été faites financièrement parce que notre priorité, c'est notre mode de vie, c'est notre équilibre personnel. Et donc voilà, des choses qu'on refuse, des déplacements qu'on ne fait pas, des propositions qu'on n'accepte pas, ou évidemment avec le cabinet Ludivine, elle pourrait donner des rendez-vous à 6h le matin ou à 21h le soir, des gens seraient d'accord, voudraient bien des rendez-vous à cette heure-là, ça les arrangerait, mais c'est pas quelque chose qu'on fait. Ludivine a décidé il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, de ne plus, ce que moi j'ai toujours fait toute ma vie, de ne pas travailler le matin, pour s'occuper d'elle le matin, pour prendre son temps, et d'avoir son cabinet qu'à mi-temps l'après-midi. Alors elle travaille tous les après-midi, mais elle travaille plus le matin. Enfin, quand je dis qu'elle travaille plus le matin, elle va plus au cabinet le matin. Le matin, on fait des tas d'autres choses au niveau créatif, au niveau pour notre centre de formation, du travail intellectuel. Mais on prend soin de nous, on fait nos petits exercices, on prend du temps ensemble. Voilà, on fait on répond à des mails, on fait des choses le matin. Mais voilà, c'est pas une obligation, sauf quand on donne stage 2 fois par mois, de se lever et on prend le temps pour nous. C'est notre choix personnel de notre mode de vie. Alors je veux juste, pour terminer, j'ai déjà trop parlé sur ce sujet qui ne méritait pas tout ça, mais même si c'est si important, de parler des adolescents. C'est très différent pour les adolescents, on sait, parce que les rythmes du sommeil, du fait des hormones des adolescents se décalent. Et les adolescents, qu'on le veuille ou non, ne peuvent pas s'endormir à la même heure que nous. Et s'endorment plus tard et se réveillent plus tard. Et toutes les études et tous les experts disent que les adolescents ne doivent pas aller à l'école si tôt, ne doivent pas commencer les cours à 8h. C'est de la folie, c'est bousiller nos adolescents, c'est les rendre fatigués dans une période de la vie qui est déjà très dure pour eux, physiquement et émotionnellement, avec les changements corporels intenses qui se passent chez eux, les changements relationnels, les changements émotionnels. Et en plus, on bousille leur cycle de sommeil en les faisant travailler trop tôt. Ce n'est pas respectueux de nos adolescents. Les scientifiques sont unanimes. On ne peut pas commencer les cours aussitôt pour les adolescents. C'est pas comme les enfants. Les enfants peuvent commencer à 8h, c'est pas un problème. Pour les ados, c'est infernal parce qu'ils ne peuvent pas s'endormir à l'heure où s'endorment les enfants. C'est pas une question de volonté, c'est pas une question d'éducation, c'est pas parce que les ados font chier et n'ont pas envie de dormir le soir. C'est parce qu'ils ne peuvent pas. Leur rythme biologique, c'est prouvé scientifiquement, sont décalés. Et je ne sais pas pourquoi le gouvernement français, qui sait très bien ça, des rapports ont été faits par des spécialistes, ça changerait énormément de choses au niveau non seulement du bien-être, mais des résultats scolaires, de la santé des jeunes, qui est, on le sait, surtout au niveau psychologique, extrêmement délétère. Là encore, il y a eu des statistiques qui montrent à quel point les jeunes, alors à cause du Covid, mais pas que, de toute notre société qui est en train de s'écrouler et qui est extrêmement délétère pour nos jeunes et nos ados. Et donc ces horaires devraient être changés. Donc on peut malheureusement accepter que nos jeunes se couchent plus tard parce que de toute façon ils seraient dans leur lit, ils ne s'endormiraient pas. Mais malheureusement, voilà le piège pour eux, ils sont obligés de se réveiller tôt quand même. Et c'est pas acceptable. Dernier sujet sur lequel je voudrais venir, et puis après je vais couper le micro, c'est cette folie des humains qui prouve à quel point les humains sont fous de décaler les horaires, de décider de ne plus respecter. Je sais pas, d'en parler, c'est tellement énorme pour moi de décider d'avoir des horaires d'été et des horaires d'hiver et de ne pas vivre décalé, de ne pas vivre avec les cycles du soleil. Ça, c'est ce truc-là.
absolument démentiel. C'est-à-dire on a décidé que l'été, on se décalait de 2 heures par rapport au cycle de où est le soleil à son zénith, etc. Et l'hiver, 1 heure, et puis on change comme ça. Et puis on ne vit plus... je ne sais pas, s'il y a des histoires d'organisation de la société par rapport, oui, il faut travailler, parce que à l'époque, l'électricité, ceci, cela, machin. Mais dans ce cas-là, il suffit de dire aux salariés, vous allez travailler à 7 heures du matin, ou à 9 heures, ou à 10 heures. Mais ne pas changer l'heure pour tout le monde, y compris les enfants, y compris les crèches, les bébés, y compris d'autres gens ou d'autres professions qui ne seraient pas impactés par ça, y compris les personnes âgées, etc. Enfin, c'est un des délires qui prouve que l'humain du XXe siècle, je pense que cette décision a été prise au XXe siècle, a pété complètement les plombs. Figurez-vous qu'on avait décidé, parce que toutes les études montrent que ça n'a plus aucun intérêt de faire ça aujourd'hui, et qu'au contraire ça impacte les gens au niveau de la santé, vous le savez très bien, les enfants, les personnes âgées, les hôpitaux, ça fait des problèmes aussi pour les agriculteurs avec les vaches qui doivent être nourries à l'heure et qui vont du coup avoir un décalage, enfin bref, c'est tout un problème sociétal. Et puis soi-disant, cette décision avait été prise au niveau européen, et puis soi-disant il y a eu le Covid et ça a empêché d'appliquer cette décision. Je ne vois pas en quoi le Covid a fait que tout d'un coup cette décision de se remettre, enfin, c'était d'arrêter heure d'été, heure d'hiver. On resterait toujours en décalage d'1 heure. Je vois pas. J'avais milité à un moment donné, il y avait une association, je ne sais pas si elle existe encore, qui s'appelait La Méridienne, qui militait pour abandonner cette histoire et qu'on vive à l'heure solaire. Je veux dire, comment tout d'un coup les humains, après des millions d'années d'évolution, disent « Nous, on n'a rien à voir avec la nature, on ne vit plus avec la nature, nous, on vit décalé de la nature et ça n'a aucun impact. » Ça n'a aucun impact. On s'affranchit des lois de la nature. Je sais que demain, il y en a qui veulent pouvoir changer le climat avec des satellites et des produits chimiques qu'on mettrait dans l'atmosphère, faire ceci, faire cela. Ça prouve la grandiloquence humaine, la folie humaine. Et je pense qu'il faut apprendre à être un peu plus sobre dans nos ambitions et de vouloir comme ça impunément. On croit qu'impunément on peut changer nos cycles de sommeil, nos cycles horaires. Même si, admettons, on me prouvait que scientifiquement ça n'a pas d'impact sur la santé, etc. C'est quoi cette idée-là? C'est de vous dire, voilà, on est au-delà de l'univers, donc on est au-delà du soleil. Je sais pas, pour moi c'est une folie, on ne peut pas accepter d'être plus humble et de dire, bon bah voilà, si tu veux te lever plus tôt, tu te lèves plus tôt, plus tard. Si tu décides que les heures d'aller au boulot sont plus tôt pour certains, plus tard pour d'autres, très bien. Mais pourquoi changer l'heure? Un peu d'humilité les humains, un peu d'humilité. Ça c'est pas près d'arriver. Avec les Musk, Trump, Bezos et compagnie, et nos politiques, etc. Bref, je m'éloigne, mais pourquoi c'est quand même important que je m'éloigne de ça? C'est ma spécialité. C'est que le sommeil, c'est quand même quelque chose de majeur. On ne peut pas impunément jouer avec ça, tout comme, oui, on ne peut pas impunément mal manger, on ne peut pas prendre pas soin de nous. À un moment donné, on en paye le prix. Et je sais bien que des tas de gens arguent, me disent souvent, mais il faut bien mourir de quelque chose. Ah non, je suis désolé. Enfin oui, on va tous mourir, mais pas forcément de quelque chose. Et je pense que les gens qui disent ça, et pourtant je sais que c'est le cas, ils ne veulent pas voir, mais ils ont connu, et moi c'est mon cas, des gens qui sont morts du cancer, qui sont morts de maladies cardiovasculaires, qui sont morts du diabète. Et tu te dis, moi si je peux éviter pendant des années et des années de lutter contre un diabète, de lutter contre un cancer, de lutter contre des maladies cardiovasculaires, tant mieux. Et peut-être des gens disent, Paul, on verra bien, peut-être tu vas crever avant tes 60 ans. Bah oui, peut-être. Simplement, c'est une histoire on met toutes les chances de notre côté, statistiquement. Oui, Jeanne Calment, la plus vieille personne que l'humanité a jamais connue, qui est morte à 120 ans passés, elle fumait. Oui, elle buvait du whisky ou je sais pas quoi tous les jours. Oui, mais c'est très particulier. Oui, il y a des centenaires qui ont un mode de vie qui n'est pas recommandable, on va dire, c'est vrai. Mais statistiquement, si tu vis vieux et en bonne santé, tu dois mettre toutes les chances de ton côté. Et un point crucial par lequel commencer, c'est ne pas avoir de dette de sommeil. Je n'ai pas dit de temps en temps, je n'ai pas dit que dans la vie il n'y a pas des écarts, que ce soit évidemment au niveau alimentaire, au niveau tout, parce que s'il n'y a pas ça, on n'est pas... Non, évidemment. Je ne parle pas d'une rigidité à tout le temps, mais la plupart du temps, je respecte mon sommeil, la plupart du temps, je cherche à manger correctement, la plupart du temps, je fais de mon mieux pour avoir un mode de vie qui m'évitera de souffrir pendant de nombreuses années
de devoir vivre avec assistance. C'est la chose que tout le monde veut se fermer les yeux. On veut vivre vieux, mais on n'ira pas à l'EHPAD, nous. On n'ira pas à l'EHPAD, nous. Et si vos proches sont à l'EHPAD, pourquoi vous n'iriez pas si, dès aujourd'hui, on ne fait pas le maximum de ce qu'on peut faire pour éviter ça, pour être autonome, comme Michel Audin, comme Hugo Frey, comme tant d'autres dans ma famille que j'ai eu la chance de côtoyer, pour être autonome jusqu'à 100 ans. C'était le cas de mes grands-mères, de mes tantes, aujourd'hui et hier. Et bon, désolé, je m'emporte toujours sur ces sujets, c'est parce que je me sens concerné moi-même, tout simplement, ça me touche beaucoup. Beaucoup de colère par rapport à notre société dans laquelle on est, qui n'est pas respectueuse de l'être humain, à mon sens. Et c'est parce que c'est les considérations financières et politiques qui l'emportent sur l'être humain. Mais en tout cas, pour moi, un des points clés pour donc, cette force vitale, cette force primordiale, c'est bien sûr l'alimentation, mais j'ai dit que je n'en parlerai pas, mais c'est le sommeil. Voilà, donc faites ce que vous voulez de ces informations-là. Comment je peux faire pour avoir un sommeil de meilleure qualité, pour avoir un sommeil suffisant et réparateur. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans quelques jours.